Bonjour à tous. Alors, je vais donc euh, en partie finalement prendre la suite du précédent de Monsieur Arcos, puisque cette question de l'horizontalité et de la verticalité est un peu au cœur de ce que je vais vous présenter ou des travaux que j'ai pu mener sur les contrats locaux de santé, y compris avant le Covid, donc avant la Covid. Donc, je ne parlerai pas de la crise ici, mais pour essayer de montrer, en tant que sociologue qui travaille sur l'action publique en santé, sur la santé publique et sur les inégalités sociales de santé, comment ces questions de disjonction ou de tension entre national et local se jouent à l'aune de ces dispositifs. Quand je lève le doigt, s'il vous plaît, Alexia, pouvez-vous passer la diapo suivante? Je vous remercie. Alors, il s'agit dans ce travail de recherche mené depuis les années 2010 et encore aujourd'hui que je poursuis, comprendre les modes de fabrication de ce qu'est un contrat local de santé, donc un dispositif relativement innovant quand il sort, qui est censé favoriser la territorialisation des plans de santé et la mise en cohérence des politiques locales, donc cette espèce de jonction idéale, en promouvant très très rapidement, je cite quelques références, la démocratie en santé, la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, selon un pilotage voulu unifié. Alors je mets unifié parce que mon terme, évidemment, vient questionner cette façon de vouloir unifier un pilotage sur le local que l'on trouve dans la note de Laurent Chambaud en 2011. Sur le plan théorique, je passerai très vite, mais enfin, je me situe théoriquement dans un travail proche de la sociologie de l'action publique, donc concentré, en travaillant sur les notions de contrat politique d'action publique, qu'est le CLS, considérant l'action publique comme une construction collective d'acteurs en interaction, et bien évidemment le CLS comme un instrument d'action publique qui permet d'améliorer une gouvernance territoriale de la santé, qui donne l'objet, qui est un peu l'objet d'un jeu du compromis et une instrumentalisation réciproque entre niveaux de gouvernement, ce que je vais essayer de vous donner en exemple à partir de deux cas très concrets de CLS étudiés du point de vue socio-ethnographique. Bien évidemment, mon idée, c'est d'essayer de vous montrer que aboutir à la signature d'un contrat local de santé entre une agence régionale de santé qui est en partie qui applique les textes nationaux, je dis en partie, on pourrait en discuter, et les collectivités territoriales, nécessite finalement un gouvernement des compromis entre acteurs placés en situation à la fois de coopération obligée, mais aussi de concurrence, donc des rapports de force, visant à affirmer leur leadership sur ce secteur très légitime qu'est la santé et leur faction d'agir en santé. Et donc, pour la diapo suivante, je m'appuie sur un certain nombre de travaux et je vais prendre deux contrats locaux de santé pour être très proche du terrain que j'ai étudié pendant 4 ans, pas seulement cela, à partir d'un choix de tous les contrats locaux de santé étudiés en région, parce que ces deux cas illustrent tout à fait les tensions qui se jouent entre le local et le national, avec un cas A qui est appelé cauchemar par l'agence régionale de santé, puisque ce premier contrat local mettra 33 mois à se fabriquer, c'est-à-dire du départ à sa signature, et puis un cas B dans la même région, un peu plus tardif, qui est une belle réussite, c'est-à-dire, je prends entre guillemets évidemment les expressions des acteurs, qui joue sur un travail continu, sans désaccord majeur, et qui ne mettra que 11 mois à être fabriqué. Donc ici, je m'appuie sur des données ethnographiques, hein, au minimum 45 heures d'observation de ces deux contrats et de leur fabrication, 29 entretiens semi-directifs et bien entendu une analyse de documents internes et externes avec une revue de presse régionale et locale sur cette fabrication. Donc ma présentation va être très rapide, un peu trop rapide, mais bien sûr, ce n'est pas grave, ça permet de poser les questions. Le premier élément qui montre que le local, c'est pas rien, c'est ces effets des contextes institutionnels entre ces deux CLS. Je les décris rapidement. Le premier CLS, il est là à la naissance de la jeune agence régionale de santé. Le projet régional de santé n'est pas acté. La direction générale de l'ARS, la première, fait un travail de recentralisation très fort au niveau régional, alors que dans l'autre cas, le cas B, le joli cas, le très beau cas, on a une ARS qui est stabilisée, les projets régionaux, le projet régional de santé est également acté. La deuxième direction générale qui arrive à ce moment-là, en 2012, est plus ouverte à la négociation, d'après les acteurs, j'ai vérifié sur le terrain, et le CLS que j'ai étudié a été très anticipé par la collectivité territoriale, c'est-à-dire une commune. Les deux contextes sont très opposés, alors c'est un effet de contraste un peu excessif, mais qui renvoie à des idéotypes finalement. Le premier contexte est rural, éloigné de la métropole,
rassemble pléthore d'acteurs, vous le voyez ici, avec un conseil général actif et résistant à l'action de l'État, une forte déprise industrielle, une restructuration hospitalière très conflictuelle, hein, pour fermer un hôpital local, très conflictuelle avec les élus locaux et les professionnels. Dans l'autre cas, on est sur un territoire périurbain, proche d'une métropole. Une seule grande commune, la troisième du département, s'engage dans ce CLS. Elle est en croissance démographique, des indicateurs également très, je dirais, très bons du point de vue économique, mais elle a un problème avec des quartiers politiques qui n'ont jamais été inscrits en politique de la ville, mais qui accueillent une population très défavorisée et de nombreux publics précaires. Donc, ces effets-là vont jouer très fortement sur les relations qui vont s'instaurer entre cette agence régionale de santé et ces collectivités territoriales. Le deuxième élément clé de cette relation renvoie à qui prend l'initiative du contrat, mais quel est le choix du périmètre et du territoire, et je distingue bien les deux parce que de mon point de vue, pour avoir travaillé beaucoup avec des géographes, on a ici quelque chose qui renvoie à un rapport très conflictuel quelquefois entre l'agence de santé qui veut imposer les bassins de santé, qui sont basés, cette espèce de carte sanitaire très ancienne, qui veulent passer par des CLS signés par des bassins de santé, alors que les élus veulent signer dans des bassins de vie qui ne correspondent pas aux bassins de santé. Donc, on a une intrication des niveaux de gouvernement ici qui a des effets très importants sur les négociations. Une pléthore d'acteurs d'un côté et une seule commune de l'autre qui impose finalement son seul périmètre comme le lieu du contrat. On a un petit périmètre, un grand périmètre, donc. Une entente préalable pour convaincre les élus. L'ARS a beaucoup de mal à convaincre les élus et doit négocier pour qu'ils acceptent de réfléchir à un contrat local de santé. L'ARS a une position très descendante. Elle veut affirmer son pouvoir sur la santé de la région sur cet espace un peu très complexe que je ne peux pas prendre le temps de décrire. Et bien évidemment, les élus acceptent dans ce cas A parce qu'il faut négocier des soutiens avec l'État. Ils veulent consolider les politiques sanitaires locales déjà là, renforcer l'attractivité du territoire et avoir créé des emplois et des services aux populations. Alors que dans l'autre cas, dans le cas B, c'est la commune qui porte fortement ce contrat local de santé et les élus locaux n'attendent pas des moyens, parce qu'elle est en plus une commune riche, mais elle attend de l'ARS une espèce de légitimation de son politique de santé municipale, un sésame pour ouvrir des accès à des réseaux qu'elle ne fréquente pas, et une forme de labellisation en santé. Donc, on est sur des usages totalement différents dans le cas A et le cas B, plutôt utilitaire, on va dire, et politique dans le premier cas, et plutôt de reconnaissance de la légitimité d'action de la commune en santé. Deuxième élément clé qui va porter également des tensions et qui va être plus ou moins facile à mettre en œuvre, c'est comment on s'y prend pour faire un diagnostic sanitaire du territoire et quels sont les effets de ce dispositif à la fois technique, social et politique. Ce n'est pas juste un dispositif technique, il engage évidemment des rapports sociaux et des intentions politiques. Dans le cas A, celui du cauchemar, on voit apparaître un diagnostic que les acteurs nomment à marche forcée. Il est fait directement par l'agence régionale de santé, sans concertation avec le local, il n'est donc pas partagé. Il apparaît comme une stratégie de justification du choix du territoire et il entraîne tout un ensemble de confiance, de non-confiance, de conflits, de doutes et de blocages, parce que le sens et l'intérêt de l'engagement pour un CLS n'apparaît pas évident aux acteurs locaux. Il refuse en plus d'être un terrain d'expérimentation de l'ARS et il boycotte par une série de, entre guillemets, de grèves des élus et des associations les comités de réflexion sur le CLS. Et enfin, l'hôpital local qui doit être supprimé devient une condition non négociable pour rentrer dans un travail de construction d'un CLS. À l'inverse, le cas opposé, le diagnostic il est territorialisé et consensuel, mais il est mené en grande partie par la commune elle-même. La commune a mobilisé 4 services, elle n'a pas de service de santé, donc elle a mobilisé le service d'action sociale, le service des sports, le service de la culture, le service du médico-social, le centre communal d'action sociale, et elle a fait travailler les gens en amont avant d'aller, je dirais, demander à l'ARS de bien vouloir signer un CLS. Et donc, bien entendu, le diagnostic qui a été fait en partie par l'ARS a aussi été fait de façon partagée par des méthodologies très qualitatives, entretien et questionnaire avec l'ensemble des acteurs locaux.
Donc, on arrive bien sur quelque chose qui renvoie à un diagnostic qui devient, au lieu d'être un obstacle, qui devient un levier de mobilisation et d'engagement des acteurs locaux et des professionnels exerçant sur cet environnement communal, mais aussi qui rayonne plus loin. Et enfin, c'est un outil intéressant pour le niveau communal, pour, comme je reprends les expressions, canaliser les ambitions de l'ARS et n'appliquer sur ce territoire que certains objectifs du projet régional de santé qui conviennent au diagnostic territorial très fin fait. Donc, comme me dira un des maires adjoints, finalement, on a fait une sorte de mix, quoi. On a mis en avant nos objectifs et on a accepté de rentrer quelques objectifs du projet régional de santé. Voilà donc pour ce qui est de ces conditions qui, ici, sont extrêmes par effet de contraste pour montrer que les effets territoriaux, les effets des modes de construction des diagnostics, les accords à construire sont forcément l'objet de tensions et de rapports. Et je voudrais relever, mon dernier grand, apport, c'est d'essayer de comprendre également ce qui se joue en termes de mode de gouvernance et d'animation territoriale, cette fameuse animation territoriale, dans ces espaces de discussion, de négociation, etc. Alors, sur la question, je dirais, sur le premier exemple, on a ici une forme de centralisation extrême de ce contrat local de santé par l'Agence régionale de santé. Et donc, je dirais, comme dirait Foucault, quand il y a du pouvoir, il y a du contre-pouvoir, un certain nombre de résistances très, très dures à lever pour pouvoir signer ce contrat. Alors, quelles sont ces résistances? Premièrement, la résistance, c'est le flou du cadrage régional, puisque le projet régional de santé n'est pas encore acté. Et donc, on ne sait pas très bien où on va. Ce rapport de force, ce rapport de force se cristallise sur le maintien d'un hôpital local et sur l'idée que les élus ont de recycler les politiques sanitaires qu'ils mettent déjà en œuvre, parce qu'ils sont relativement actifs, et particulièrement le département, qui aide les communes et les intercommunalités. La mobilisation, la discussion s'organise autour de 3 comités totalement cloisonnés. Un comité de pilotage qui rassemble les élus et l'ARS, un comité opérationnel qui rassemble les opérateurs, les techniciens et, la délégation départementale de l'ARS, et finalement un dernier comité dit de rédaction, très très restreint, très confiné, à 4-5 acteurs, et qui vont écrire le CLS au prix d'un certain nombre de bricolages, hein, comme dit De Certeau. On s'arrange pour essayer de faire rentrer les choses dans un CLS que personne ne veut. Cet autre effet de cette mode de gouvernance très flou et très top-down, une surenchère de propositions, et donc 12 fiches actions devaient être actées par l'ARS, et finalement, le comité de fabrication opérationnelle, le comité opérationnel en fabrique 40. Et donc, il y a un tri, il y a des éliminations, et ça crée des tensions très fortes avec une inflation des fiches actions impossible à mettre en œuvre. Il y a plus de 40 fiches actions, alors que il était prévu d'en mettre au plus 10, 12, peut-être 15. Et enfin, la gouvernance de l'ARS souffre d'un déficit de communication entre le siège de l'ARS et les délégations départementales qui doivent mettre en œuvre l'animation, mais qui n'ont pas les informations nécessaires, ou qui n'ont pas les bonnes informations, ou qui doivent s'ajuster à des injonctions contradictoires du siège et qui travaillent toujours dans l'urgence et dans ce qu'ils appellent une navigation à vue. Effectivement, en fait, un déficit d'ingénierie de projet qui les met en difficulté. Alors que de l'autre côté, on est sur une forme de stratégie d'expertise municipale portée par la commune et une impuissance de l'ARS reconnue par l'ARS elle-même, c'est-à-dire un cadrage des axes très tôt, un comité, une équipe de projet restreinte à pilotage municipal, des fiches orientation et une validation par un comité qui ne change rien, une chambre d'enregistrement qui dit c'est très très bien, y compris l'ARS, qui change entre guillemets quelques virgules. Donc la rédaction est négociée avec l'ARS, mais elle est acceptée à l'ARS parce que la rédaction est très claire. Et enfin, le travail d'une chargée de mission municipale recrutée par la commune à l'occasion pour mettre en œuvre cette ingénierie de projet, ces groupes de travail et une gouvernance municipale très rapprochée. Ce que l'ARS dira, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, c'est magnifique ce CLS, mais nous on n'a rien pu faire, on est finalement impuissants. C'était un peu la clôture de cette belle chose. Donc en conclusion, pour tenir mon temps, j'en ai encore pas pour longtemps, en conclusion,
Le CLS, c'est bien un instrument d'action publique incitatif censé mettre de la démocratie en santé et réduire les inégalités sociales de santé, thème sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Mais comme il est peu formalisé, il laisse des marges de négociation et il est le résultat finalement d'arrangements diversifiés entre niveaux de gouvernement. Ici, j'ai un peu évincé le national entre le régional et l'infrarégional, selon les effets des contextes institutionnels et territoriaux et avec des configurations d'acteurs en présence plus ou moins prêts à négocier un certain nombre d'attendus autour de ces CLS. Ce gouvernement, par contrat, très complexe finalement, et le travail de l'ARS confine parfois à l'impuissance, comme je l'ai montré dans le second pas très rapidement. L'ARS devant convaincre et inciter les collectivités, je suis restée sur ce, à agir en santé, mais sans capacité opératoire et financière à leur fournir, que ce soit les soins, la prévention, la coordination des acteurs, etc., ou la promotion de la santé. Et finalement, on voit apparaître de façon caricaturale, je le reconnais dans cet exemple que j'ai voulu très court, des usages différents pour l'ARS dans la région étudiée. Le CLS est un instrument de recentralisation régionale de la santé, ce qui est l'inverse de la notion de proximité évoquée par la personne précédente. Recentralisation régionale d'une politique sanitaire menée par le haut et essayant de mettre en œuvre des objectifs de santé du projet régional de santé dans ces espèces de cadrages qui ne conviennent pas au niveau local, les bassins de santé. Et deuxième type d'usage, pour les élus et opérateurs locaux, cet instrument d'action publique est une opportunité de démocratie sanitaire, et je m'excuse parce que normalement je mets démocratie en santé, mais je me suis trompée ici, c'est démocratie sanitaire, et de mobilisation locale des acteurs de santé pour réduire, en fait, in fine, les inégalités sociales et territoriales de santé en utilisant les bassins de vie comme cadrage. Bassin d'intervention, bassin d'élection. Donc évidemment, le politique est. Donc, pour vraiment terminer ma conclusion, merci Olivia pour le dernier, je voulais montrer ici que la fabrique d'un contrat local de santé, donc une contractualisation de la santé, ce contrat d'action publique, est inévitablement soumise à un jeu d'instrumentalisation réciproque au niveau du gouvernement. Loin de penser ce terme comme étant péjoratif, la notion d'instrumentalisation est souvent traitée, surtout par les sociologues, de façon péjorative, il me semble que c'est une condition que l'on ne peut éviter quand on veut construire des accords négociés dans des stratégies donnant-donnant, hein, je reprends ce terme un peu de fourre-tout, où se mêlent à la fois intérêts respectifs, intérêt général parfois et rapport de force. Évidemment, ici, dans cette action publique que l'on veut interniveau et intersectorielle, hein, je n'ai pas encore parlé de la question des secteurs, santé et sociale, à inventer territoire par territoire avec les acteurs en présence. On ne peut pas faire une grille pour faire un bon contrat de santé. On peut prendre des orientations et voir après comment on peut discuter. Donc, ces tensions entre dynamiques de territorialisation descendante, portées le plus souvent par l'ARS, et des dynamiques de territorialisation ascendantes, portées le plus souvent par les élus locaux ou par des opérateurs locaux, le CLS participe de fait à une repolitisation, je dirais, et à une reprise en charge de la santé par le local, et donc de la santé locale, qu'il s'agit d'ériger, toute la difficulté est là, en bien commun territorial. Et c'est d'une très très grande complexité dans les rapports et les relations qui se jouent entre ces niveaux de gouvernement. Voilà. J'ai encore un peu dépassé, moi aussi, je m'en excuse, Alexia, de quelques minutes, mon intervention, qui est forcément un peu rapide et voire un peu brutale, parce qu'elle est très, très synthétisée. Évidemment, on sait que derrière tout cela, il y a tout un travail de recherche, mais même si c'est rapide et brutal, ça permet quand même de faire ressortir des points importants. Et cette variabilité des contextes que vous avez démontré et analysé, il me semble qu'elle pose aussi la question justement, alors qui peut être essentielle, de comment construit-on, oh là là, je n'y arrive plus, comment construit-on du sens dans ces dispositifs-là. C'est-à-dire que la dimension politique, elle est forte, mais il me semble aussi que la question éthique qui est derrière et qui arrive indirectement, c'est comment on crée la concorde, le consensus. Et donc, derrière, on peut se poser des questions autour d'une éthique de la communication, derrière tout cela.
Oui, et ces enjeux-là. ce n'est pas une question de communication, c'est une question de rapport relationnel, on va dire. Oui, un rapport relationnel, mais Pour comment rester neutre. justement laisser la place à l'ensemble des logiques tout en préservant ce bien commun. Et il me semble que l'éthique peut aussi se jouer pas que dans les valeurs, mais aussi dans le dispositif qui amène à ces questionnements-là. Mais ça pourrait être un sujet de discussion dans les questions, dans le temps des questions. Merci encore, Nadine Acharnoé.